Chiche, monsieur le ministre. En effet, nous avons un nouveau ministre des Finances depuis juillet de cette année. Monsieur Patrice Vergrit, maire de Dunkerque, et personne qui connaît le milieu du logement. C'est le moins qu'on puisse en dire, puisqu'il a fait une thèse, entre autres lors de ses études, sur les effets pervers de la fiscalité dans des lois ou des dispositifs tels que le dispositif Cellier. Et donc, je suis très heureux, monsieur le ministre, que vous ayez effectivement quelques idées sur le sujet. Personnellement, j'en ai également depuis pas mal de temps. J'ai commencé dans des conférences vers 2003-2004 à dire tout le mal que je pensais du fait que nous aidions des particuliers ayant quelques moyens à investir dans l'immobilier locatif et que donc l'argent public qui initialement était distribué aux organismes spécialisés que sont par exemple les sociétés HLM et tous autres organismes visant à gérer des immeubles locatifs, eh bien, on a arrêté de subventionner à grande échelle ces organismes-là et cet argent a été distribué généreusement à des investisseurs privés en leur permettant d'économiser des impôts ou d'avoir divers avantages fiscaux en achetant de l'immobilier locatif. J'y ai moi-même participé puisque dans une vie antérieure, j'ai fait de la gestion de patrimoine et effectivement, j'ai vendu de l'immobilier locatif. Ensuite, je me suis recyclé, si j'ose dire, dans l'immobilier vraiment, non plus seulement le vendre, mais y participer, construire, etc. Et je me suis vite rendu compte que quelque chose n'allait pas et que ça ne pourrait qu'aller de mal en pis. À savoir et pourquoi. Lorsque j'ai moi-même vendu ce type d'investissement immobilier à des particuliers, c'était en général des personnes de 30, 40 ans qui avaient une certaine réussite dans leurs affaires et qui, disposant de revenus confortables, étaient largement imposés sur leurs revenus. Et donc, on leur disait, si vous achetez un appartement, une partie de votre investissement vous permettra d'économiser quelques impôts. Et donc, c'était une aubaine. Et donc, ils se disaient, je vais payer moins d'impôts et je vais ainsi me constituer des revenus pour plus tard lorsque je prendrai ma retraite. Et ces gens-là, 30, 40 ans plus tard, effectivement, sont à la retraite et leurs appartements ont, eux aussi, pris 30 ou 40 ans. Sauf qu'en 30 à 40 ans, il n'y a pas que les propriétaires qui vieillissent. Les immeubles aussi vieillissent. Les demandes, les critères locatifs évoluent, à tel point qu'aujourd'hui, certains de ces appartements qui ont été vendus à l'époque sont peut-être déjà considérés comme n'étant pas louables dans un an ou deux, puisque donc on a une disposition qui évolue très régulièrement, des dispositions qui disent ce qui est louable ou ne l'est pas, et là on entre dans le dur, puisque depuis 30 ou 40 ans, on a connu des évolutions sur qu'est-ce que l'on s'autorise en termes de consommation de ressources fossiles, particulièrement au niveau des énergies. Et on s'est rendu compte que ce qu'on vendait il y a 40 ans, qui était isolé comme on le faisait à l'époque, c'est-à-dire quand même assez olé olé au vu de ce que l'on fait maintenant, eh bien, sont devenus des gouffres à énergie pour les chauffer, d'autant plus que les particuliers que nous sommes, les occupants que nous sommes, espèrent eux aussi pouvoir bénéficier d'un confort moderne plus important que ce qui se faisait à l'époque. Or, 40 ans plus tard, quand ces propriétaires veulent tirer profit de leurs revenus pour leur retraite,
soit ils en ont un besoin impérieux, soit ils partent faire des croisières, etc. Enfin, peu importe, ils dépensent cet argent-là. Et le dépensant, ils ne peuvent plus le mettre à l'entretien, l'investir dans l'entretien de ces immeubles, dans l'évolution nécessaire à faire connaître à ces immeubles. Et petit à petit, se passe ce que j'imaginais, dont j'avais pris conscience il y a une vingtaine d'années, qui était que les propriétaires allaient vieillir, les habitats allaient vieillir, les locataires deviendraient plus exigeants et inévitablement, les coûts d'exploitation allaient être croissants. Et à un moment donné, on arrive à une situation où le locataire a le choix entre payer son loyer ou se chauffer, mettre du carburant dans son véhicule pour aller au boulot ou investir, enfin dépenser pour chauffer son appartement. Bref, il ne peut plus tout faire, hein. Et donc, on est dans cette situation-là. Et donc, à ce moment-là, si on demande aux particuliers de faire évoluer son bien immobilier, ben, il ne le veut pas ou il ne le peut pas. Il ne le veut pas s'il a décidé que ces revenus-là serviraient à autre chose, et il ne le peut peut-être simplement pas, car ces appartements ont été achetés à l'époque souvent par des couples. Aujourd'hui, très souvent, n'en reste qu'un, voire ces gens-là ont divorcé. Et les revenus d'un seul pour entretenir un appartement comme celui-ci, ou le faire évoluer, ne sont plus suffisants. Et pour avoir participé à quelques réunions de copropriétaires dans le cadre de travaux que, en tant qu'artisan, j'avais proposés, eh bien, il faut attendre des années et des années avant qu'il y ait la possibilité pour chacun de faire les travaux ou qu'il reconnaisse la nécessité de les faire, etc. Bref, on repousse toujours aux calendes grecques et on ne fait pas les travaux. Et résultat des courses, ben les biens se dégradent, se dégradent, se dégradent. Alors, la différence avec ce qui se faisait auparavant est ce que vous proposez, monsieur le ministre, à savoir qu'on confie à des sociétés spécialisées qui gèrent ces parcs-là d'entretenir, enfin de construire, de louer et d'entretenir ce parc. Ces organismes-là savent pertinemment que ce qu'ils ont construit ou acheté il y a 30 ans, ils l'ont encore aujourd'hui sur les bras et ils l'auront demain sur les bras, dans 20, 30, 40 ou 50 ans. Et donc, leurs revenus, ils ne les orientent pas pour leur jouissance propre, mais pour faire évoluer le parc. Et donc, c'est totalement différent. Et donc, je suis très heureux de voir que vous dites, et je m'en félicite, qu'il va falloir arrêter de financer les particuliers pour construire, car ils n'ont pas le souci de construire forcément là où c'est nécessaire, et de faire évoluer le bien, mais d'orienter à nouveau les aides, les accompagnements, les subventions vers des organismes spécialisés, des institutionnels, comme on dit. Ça, c'est parfait, j'en suis vraiment très, très, très heureux. Par ailleurs, vous dites également qu'il faut impérativement qu'on prenne en compte les évolutions climatiques et que notamment nous mettions enfin dans les orientations, dans les aides, dans ce qui va être imposé en termes de normes ou autres, peu importe comment on appelle, tout ce qui relève de la prise en compte des effets de la canicule et que l'on cesse de ne plus orienter que sur ce qui permet d'économiser du chauffage l'hiver. J'entendais sur cette même radio Inter, sur laquelle vous avez été interviewé par, donc, peu importe d'ailleurs qui vous a interviewé, mais si c'est quand même intéressant, Alexis Morel, le 24 courant, dans l'invité du 7h50. Pour ceux qui voudraient retrouver le podcast, c'est l'invité de 7h50 du 24/08/2023. Eh bien, vous faites part du fait que vous allez vous plancher déjà sur une loi, sur une étude orientant vers la prise en compte de ces dispositifs-là et que vous, c'est plutôt
Voilà, ce que vous en dites vous-même, je recherche. Pour relancer la construction neuve en crise depuis plusieurs mois, Patrice Vergrit a affirmé et travaillé sur un dispositif qui permettra de mobiliser les investisseurs institutionnels sur l'investissement locatif. Le décret attendu mi-septembre permettra à plus de communes touristiques ou en réindustrialisation notamment de pouvoir développer davantage de logements intermédiaires. Le ministre délégué chargé du logement s'est dit favorable à ce que les aides à la rénovation des logements prennent aussi en compte leur protection face aux canicules. MaPrimeRénov', dispositif phare du gouvernement d'aide à la rénovation énergétique, ne finance généralement que des travaux visant à protéger davantage les logements contre le froid. Dans certaines collectivités d'outre-mer, toujours, nous dit monsieur le ministre, l'installation de sous-toitures ou de bardages ventilés ou de chauffe-eau solaire peut être prise en charge. Et si on élargissait ces dispositifs, si on s'appuyait sur l'expérience de l'outre-mer pour la généraliser à la métropole, moi, je suis plutôt favorable à ça. Ce n'est pas moi qui le dis, ça ce sont vos mots. Moi, je suis favorable à ça. Eh bien, monsieur le ministre, chiche, allons-y. Mais, de grâce, ne lâchez pas l'affaire. J'ai tellement souffert en apprenant l'incendie de Notre-Dame de Paris sur cette même radio, en y entendant en direct la démission de Nicolas Hulot, en entendant sans arrêt, enfin pas sans arrêt, non, ne soyons pas pessimistes à ce point-là, mais en constatant malheureusement trop souvent que de jeunes ministres qui commençaient leur activité de ministre étaient pleins de bonnes idées et de bonnes intentions pour petit à petit devenir des porteurs d'eau d'une propagande politique qui ne correspondait plus du tout à leurs idées de départ. Alors, vous n'êtes pas un néophyte, vous avez déjà de grandes expériences dans la politique, puisque ça n'est pas le premier poste, alors c'est peut-être le plus important à ce jour, mais vous avez quand même déjà largement contribué à la vie publique. Donc, ne lâchez pas l'affaire, et vous aurez, en Claude Lefrançois, au moins un soutien pur et dur et engagé. Donc, monsieur le ministre, on y va, on ne lâche pas l'affaire, banco, chiche.